Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre palais vous a permis de régner sur un autre, où vous avez côtoyé de très grosses légumes qui n'ont rien à voir avec ceux que nous allons évoquer aujourd'hui. Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous avez été le chef de l'Élysée, on va en parler dans votre parcours, puisque le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer le parcours de mon invité. Et nous parlerons aussi de ces recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires que vous publiez au Cherche Midi et qui correspondent à l'ère du temps, à l'évolution de notre cuisine. Bon, le principe, encore une fois, c'est des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 29 janvier 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jour, c'est que c'est ce jour-là vous êtes devenu meilleur ouvrier de France. Oui, un moment important de ma carrière, de ma vie, ce titre d'un des meilleurs ouvriers de France, puisque en janvier 2004, donc je suis couronné de ce titre et je deviens ce jour-là le plus jeune des meilleurs ouvriers de France de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que 25 ans, personne n'avait atteint cet âge. Non, il y en avait quelques-uns, mais à 25 ans et quelques mois, je suis le plus jeune. Je l'apprends de la bouche de Joël Robuchon et de Paul Bocuse, et à ce jour encore, ce n'a pas été détrôné. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est un meilleur ouvrier de France, c'est à la cuisine ce que la médaille d'or est aux Jeux Olympiques, en quelque sorte. Oui, c'est un concours de cuisine qui se passe tous les 4 ans. Donc voilà, et on devient l'un des meilleurs ouvriers de France parce qu'il n'y a pas de nombre. On peut être là en 2004, nous étions 750 au départ, 24 à l'arrivée. Plus tard, il y a eu aussi 700 au départ et peut-être que 6 à l'arrivée. Il y a rien de défini. C'est le jury qui est justement maître de la décision. Et ce jour-là, je ne sais pas si vous en gardez le souvenir, Guillaume Gomez, c'est Xavier Darcos qui avait créé la truffe d'argent, qui fait un discours et qui explique que vous rejoignez les 7915 meilleurs ouvriers de France couronnés depuis 1924. Voilà, tous métiers confondus, donc un peu plus de 7000 personnes pour 192 métiers. Voilà. Alors, il y a beaucoup de métiers, vous, c'est la cuisine-restauration. Cuisine-restauration, tout à fait. Alors, ça a demandé, bien sûr, des mois de travail. Des mois, oui et non. Disons que c'est une vie de travail, si vous voulez. C'est la finalité, et encore, c'est pas le terme, puisqu'en fait, c'est le début d'autre chose. Mais disons, c'est une sanction qui tombe à un moment donné où vous mettez votre travail avec 48 personnes du jury en face de vous qui sont là pour juger et votre travail technique et le goût, bien sûr, des plats que vous allez réaliser. Oui, mais c'est quand même un marathon parce que ça avait commencé, je crois, à la Sorbonne avec des questions. Oui, les épreuves en elles-mêmes sont étalées sur 15 jours avec une épreuve écrite à la Sorbonne, une demi-finale et une finale. Et là, vous avez en effet 15-20 jours pour créer vos recettes, trouver les plats en fonction des titres que l'on vous a donnés et faire en sorte que vos plats plaisent, une fois de plus, à l'unanimité du jury. Dans les questions, il y avait quels légumes sert-il de garniture au potage freineuse? Le navet. Le navet. Ouais. Ben oui, vous le savez, pas beaucoup de gens le savent. Mais ça veut dire aussi des plats à préparer avec des choses précises. La moindre erreur est fatale. Oui, bah, vous l'avez dit, comme les Jeux Olympiques, vous pouvez être très bon à l'entraînement puis rater votre course ce jour-là. Et bah, ce jour-là, faut être bon. Et faut surtout, une fois de plus, être bon pour le plus grand nombre possible, pour les jurys qui sont là. Vous avez, en 2004, en tout cas, c'était 48 notes, 48 personnes qui notaient le travail. Il faut plaire au plus grand nombre. Voilà. Et en même temps, on mesurait chaque plat, c'est-à-dire qu'il y avait des mensurations de chaque plat parce que ça correspondait aux normes qu'on vous avait imposées. Il y a des règles, mais on le sait, si vous voulez, ce n'est pas caché. C'est-à-dire que là, on avait une tourte de canard au foie gras de canard à réaliser qui devait faire 20 cm. Fallait pas qu'elle fasse 20,2 ou 19,8. Voilà. Et il y avait aussi une quenelle de pommes de terre gratinées, des pommes soufflées à la moscovite pour 8 personnes et vous aviez 5 heures. Exactement. Ça veut dire qu'on ne dort pas pendant les nuits qui précèdent. Vous dormez peu les nuits précédentes, comme toutes celles et tous ceux qui ont connu des épreuves importantes dans leur vie, oui. Et vous avez dit un jour, Guillaume Gomez, qu'à la fin, il ne vous restait sur la table qu'un œuf, du sel et du poivre. Un œuf, exactement. Si vous voulez, c'est un examen où on veut voir si vous maîtrisez votre travail. Donc à partir du moment où vous le maîtrisez, vous amenez les ingrédients, les quantités dont vous avez besoin, et vous n'avez pas de ceinture de sécurité ce jour-là. Donc en effet, j'avais pris un œuf en plus au cas où il y a un œuf qui soit péri dans ma composition, le sel, le poivre, et c'est tout. Et comme ça, les membres du jury, je me souviens, c'était Frédéric Anton, un très grand chef, 3 étoiles Michelin, qui était en charge de vérifier tout ce qui restait à la fin de l'épreuve et qui notait de chaque candidat ce qu'il leur restait. Et quand il arrive sur ma table, il voit ça. Alors, comme beaucoup de candidats, quand il reste un petit peu de choses, on en voyait qui était en train de mâcher des ingrédients, voilà, pour passer, on va dire, tout ce qui restait. Et moi, il me restait un œuf, du sel, du poivre. Et je pense que ça a aussi joué dans la décision du jury
pour me décerner ce titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Alors la récompense, et on la voit souvent dans les émissions de télévision, c'est une veste blanche à col bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est surtout cette médaille des meilleurs ouvriers de France qui représente et qui représente un compas, un ouvrier, et qui avec les notions de joie et de travail, et qui représente tous les meilleurs ouvriers de France, tout métier confondu. C'est la médaille qui est commune, on va dire, à tous les titres d'un des meilleurs ouvriers de France. Et les cuisiniers, en ce qui les concerne, les cuisiniers, les pâtissiers et quelques autres métiers ont une veste blanche avec un col bleu, blanc, rouge. Et ce sont les seuls qui ont le droit d'arborer ce col bleu, blanc, rouge. Voilà. Et la nuit d'après, j'ai découvert que Eric Pras s'était réveillé en sursaut pour vérifier que sa veste était là. C'était pas un rêve. Christophe qui avait pris ses précautions, il a dormi avec. Il a dormi avec, oui, tout à fait. C'est assez étonnant. Tout à fait. On est une très belle bande, très chouette. On est restés complices depuis presque 20 ans maintenant, parce qu'en effet, c'est une épreuve importante qui, comme dans toutes les épreuves de la vie, vous unissent. Voilà. Et celui qui vous a remis cette veste, on va entendre sa voix. Je pense que la cuisine, on peut le considérer comme de la peinture, comme de la musique. On peut peindre avec beaucoup de produits, beaucoup de couleurs. C'est vrai que la cuisine et la peinture ont un point commun, comme le disait Paul Bocuse, que vous avez reconnu. Oui, Paul Bocuse, j'ai eu cette chance parce que je pense que ça fait aussi partie. Le mot chance, c'est le mot qui définit vraiment ma carrière, parce que même s'il y a eu énormément de travail, bien sûr, mais je connais d'autres cuisiniers qui ont énormément travaillé et qui n'ont pas eu cette chance. Et moi, j'ai eu la chance d'obtenir ce titre de meilleur ouvrier de France de la dernière promotion avec Paul Bocuse et Joël Robuchon, qui ont ensuite, bien sûr, marqué ma carrière, qui ont co-préfacé l'un de mes livres aussi et qui ont été des parrains importants pour moi dans cette profession. Et quand vous avez la chance, quand vous êtes cuisinier, de croiser le chemin et de pouvoir échanger et vivre des instants précieux avec Paul Bocuse, c'est vraiment une réelle chance. Moi, je me souviens d'une soirée de jeune journaliste à Lyon où on a dîné avec lui et après il nous a emmenés faire les bars du Vieux Lyon où il était mais vraiment le roi de Lyon. Et à chaque fois on me demandait comment vont mesdames Bocuse. C'était jusqu'à 6h du matin, il était infatigable. Ce qui se passe dans les traboules reste dans les traboules, mais en effet il était infatigable et surtout très bienveillant envers toute cette jeune génération de chefs qui arrivait. D'ailleurs je crois 10 ans plus tard vous vous êtes retrouvés chez lui pour fêter l'événement. On s'est retrouvés avec toute la promotion des meilleurs ouvriers de France 2004 en 2014 pour fêter nos 10 ans de meilleurs ouvriers de France, et Paul Bocuse nous a très gentiment et chaleureusement accueillis pour cet événement important pour nous. Comme votre passion de la cuisine, elle est née très très vite, Guillaume Gomez, très jeune, et vos parents vous ont suivi. J'ai cette chance, une fois de plus. Alors j'ai commencé la cuisine il y a presque 30 ans. Hein. Ça parlera pas aux plus jeunes, mais c'était vraiment moins glamour et moins à la mode que ça ne l'est aujourd'hui. Peu d'émissions de télé ou pas du tout. Très peu de chefs connus. Donc on ne se dirigeait pas vers la cuisine. Et j'ai des bons résultats scolaires. Et à l'époque, mon professeur de mathématiques, à qui je fais de la pub depuis bientôt 30 ans, Monsieur Tornadidjo, convoque mes parents pour leur dire: mais vous vous rendez compte, vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier. Puisque c'est comme ça qu'était considéré le métier de cuisinier. C'est quand vous étiez trop mauvais ou pas assez doué, ou en tout cas vous aviez des mauvais résultats scolaires, on vous envoyait faire de la cuisine ou serveur. Ouais. Et beaucoup de gens pâtissaient de ce métier-là et le subissaient, alors que moi j'ai eu cette chance de pouvoir choisir et surtout d'avoir des parents qui m'ont suivi et qui m'ont dit: ok, bah écoute, si c'est ce que tu veux faire, on t'accompagne vers cette voie. Vous le vouliez depuis toujours? J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu être cuisinier. J'ai toujours voulu faire de la cuisine. À une époque où les jeunes voulaient peut-être changer de carrière. J'ai une photo où je suis en maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard, au milieu des princesses, des cow-boys et des pompiers. Il y a un cuisinier, c'est moi. Et ça ne s'explique pas, mes parents n'ont jamais su me l'expliquer. J'ai toujours voulu faire ça. Est-ce que c'est parce que j'étais gourmand et qu'on mangeait pas forcément très bien à la maison? Voilà, moi, contrairement à tous mes copains chefs qui ont tous une Madeleine de Proust avec une grand-mère qui était une grande cuisinière, mes deux grand-mères étaient des très gentilles grand-mères, mais vraiment pas des cordons bleus, loin de là. Et vous avez fait donc ce qu'on appelle l'école de Paris des métiers de la table. Voilà. C'était une école où on rentrait pas si facilement que ça. Non, alors j'avais une fois de plus la chance d'avoir des bons résultats scolaires. Et vous savez, quand vous vous dirigiez vers la cuisine il y a 30 ans, avec le dossier scolaire que j'avais, j'étais pris dans toutes les écoles. Et c'est le patron d'apprentissage, c'est qui je me destinais, puisque je voulais vraiment aller travailler. Donc j'avais choisi cette voie de l'apprentissage. Le Traversière du côté de la gare de Lyon. Alors c'est là qu'on voit qu'on vieillit quand les restaurants dans lesquels vous avez travaillé n'existent plus. C'était il y a près de 30 ans. Le patron à l'époque me dit... voilà, moi je travaille avec cette école de Paris des métiers de la table. Moi je connaissais pas les écoles hôtelières, donc j'ai dit avec plaisir et je me suis dirigé vers cette école et j'ai eu la chance aussi, une fois de plus, de rencontrer le bon patron d'apprentissage qui m'a fait aimer ce métier, Johnny Benariac, qui m'a accompagné et qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Et le Traversière, en fait, il y avait juste à côté un théâtre, et ce théâtre a une particularité, il n'ouvre pratiquement jamais, car il appartient à la SNCF, et quand il y a un spectacle pour le personnel de la SNCF, on l'ouvre, mais pas autrement. Tout à fait, rue de Traversière, au bout de la rue de Traversière,
Traversière, c'est les bureaux de la RATP et de la SNCF, qui étaient très souvent au restaurant d'ailleurs. Et en même temps, petit à petit, vous avez appris votre métier, mais c'est un métier très dur, il faut se lever tôt. Moi, Guy Savoie m'a un jour raconté ses débuts, il se couchait à minuit, il se levait à 3h30 pour aller au hall de Rungis. Oui, moi j'ai pas l'impression que le métier soit dur, bien évidemment. Il demande du temps, mais comme toutes les choses. Enfin, moi j'en parle aux jeunes souvent. Je leur dis mais quand vous allez, je sais pas, jouer au foot, c'est pas ma passion, mais ça peut l'être pour certains. Quand vous allez jouer, quand vous vous levez tôt le matin pour aller jouer au foot, vous n'avez pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. Moi, j'avais pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit pour apprendre ce métier. J'habitais en banlieue parisienne, j'avais 1 heure de transport pour aller travailler, 1 heure le matin, 1 heure le soir, pas de coupure parce que les coupures on les passait au travail. C'était l'époque en plus. Alors ça parlera pas une fois de plus aux plus jeunes, mais où on avait 1 jour de repos par semaine, 1 jour de repos. Ensuite, on a eu 1 jour et demi. Et la demi-journée, on l'avait à 20h, le chef arrivait au service en disant t'es de repos ce soir. Donc voilà. Mais j'ai pas eu l'impression, et je n'ai pas l'impression que ce soit un métier plus dur que les autres. C'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui pour vous donner, demande énormément. Et beaucoup de passion. De la passion, de toute façon, c'est des métiers qu'on peut pas faire sans passion. Vous pouvez pas travailler le matin, le soir, pendant les vacances, quand les autres s'amusent, si vous n'êtes pas passionné. Mais comme je connais des chefs d'orchestre, je connais énormément de gens qui font des métiers où si ce n'est pas leur passion, vous jouez pas au piano 10 heures par jour si ça vous passionne pas. Non, le piano d'ailleurs c'est un élément de la cuisine dont on va reparler avec une autre date importante pour vous et pour la France, le 6 juin 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Guillaume Gomez. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Guillaume Gomez. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires au Cherche Midi. Et vous demandez ce qui se passe le 6 juin 2014. 6 juin 2014, les 70 ans du 6 juin. Et il y a une invitée prestigieuse à l'Élysée. Vous êtes la reine d'Angleterre. À qui vous allez préparer un foie gras. Alors j'ai eu une fois de plus cette chance, c'est un mot que vous allez entendre souvent dans ma bouche, oui. Parce que moi je considère que c'est énormément de chance quand vous avez la chance, l'opportunité de vivre l'histoire comme j'ai pu le faire. Et rien ne m'y prédestinait, en me dirigeant vers la cuisine, de pouvoir croiser un jour la reine d'Angleterre. En effet, et j'ai eu la chance de la croiser plusieurs fois, vu qu'elle a été reçue sous chacun des mandats auxquels j'ai servi. Et c'est vrai qu'en juin 2014, on prépare un repas important, je pense, pour notre gastronomie française. Déjà parce que le foie gras qui est un mets qui est décrié, qui fait partie de notre patrimoine culinaire et qu'on veut mettre vraiment en avant, en exergue sur la table du Palais de l'Élysée. Et il y a eu de mémoire de l'agneau de Sisteron, il y a eu énormément de choses de faites ce jour-là et c'était quelque chose d'important. Ouais, et le foie gras, la reine d'Angleterre adorait ça alors que le prince Charles n'en voulait absolument pas. Exactement, ça fait un petit peu polémique à l'époque parce que bien qu'on ait servi du foie gras à chaque fois que la reine est venue, parce que la reine aime le foie gras de canard et foie gras d'oie, à l'époque on reçoit une directive de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris comme quoi, vous savez, alors je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais quand il y a un hôte étranger qui arrive, sur le même principe que lorsque le président est en déplacement à l'étranger, on va faire passer ce qu'on appelle une liste d'interdits alimentaires, qu'ils soient d'ordre religieux, allergène ou de goût. Et en fonction de ça, le service du protocole va caler le repas. Et on reçoit donc une liste d'interdits alimentaires et dessus figure le foie gras. Donc je m'en étonne à l'époque auprès du président de la République lors d'un rendez-vous en disant écoutez, je suis étonné puisque j'ai déjà fait à manger à la reine d'Angleterre plusieurs fois et je sais qu'elle adore le foie gras. Le chef du protocole de l'époque, à qui je rends hommage, Laurent Stefanini, qui est maintenant ambassadeur de France à Monaco, un grand défenseur de la diplomatie culinaire, se renseigne et on voit qu'en effet, ça vient une directive de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris qui ne veut pas faire de vagues et qui se dit la reine aime ça, mais le prince n'aimant pas ça, on va pas le faire. Et là, c'est le président François Hollande à l'époque qui décide quelque chose qui ne s'est jamais fait, ni avant ni après, en disant écoutez, la reine d'Angleterre n'est pas un invité comme les autres et on va faire quelque chose qui ne s'est jamais fait, on va lui faire choisir le menu. Donc me voilà en train de préparer une proposition de menu avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. On fait passer ça via l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Et ça nous revient directement par les services de la reine et la reine a choisi le foie gras. Voilà. Alors, shocking, ça a fait la une des médias anglais pendant quelques jours. Les Français donnent à manger du foie gras à la reine. Et après, comme ça est sorti, l'ambassade de Grande-Bretagne a communiqué en disant décision de la reine. Là, tout le monde est d'accord. Si c'est une décision de la reine, on n'en parle plus. Et c'était un très bon choix, vu que c'était le choix de la reine. Voilà. Et le premier séjour de la reine à l'Élysée, c'était en 57, où elle a prononcé un discours dans un français parfait. Monsieur le Président, je suis profondément ému, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. C'était René Coty, le président. C'était René Coty. Il se trouve qu'elle avait, avant même de se marier avec le prince Philippe, elle était venue en voyage pendant les fêtes de l'Ascension, 4 jours à Paris, incognito, et elle avait adoré Paris. La reine est
Et pour nous, je pense, un très beau porte-drapeau de notre culture française, de la gastronomie française. Je rappelle quand même, quand bien même certains de nos ambassadeurs à l'étranger pourraient mettre des menus en anglais à leur table, à Buckingham, à la table de la reine d'Angleterre, les menus sont encore en français. J'échange avec le Mark Flanagan, qui est le chef de la reine d'Angleterre, très souvent sur des appellations, parce que la reine tient à ce que les menus soient en français, et c'est pour notre francophonie quelque chose d'important, un signal fort qui est lancé, comme quoi la langue de la diplomatie et de la gastronomie à travers le monde doit rester le français. Ça ne l'empêche pas de rester fidèle aux traditions. Un jour, à Beaumanière, elle est arrivée, c'est Jean-André Chariel qui m'a raconté ça, avec des valises. Dans les valises, il y a le thé et l'eau pour réparer le thé. Ah ben ça, écoutez, chacun, on va dire, ses petits secrets gastronomiques. Et si il faut de l'eau d'Angleterre pour faire le bon thé, écoutez, c'est un choix. Mais pour le reste du repas, elle nous fait totalement confiance. Elle aime les produits français, elle aime les producteurs français, et elle leur rend bien hommage. Alors, Guillaume Gomez, à l'époque, donc vous êtes le chef des cuisines de l'Élysée. Ça a commencé lorsque vous étiez apprenti chez Jacques Le Divellec, très célèbre. Et un jour, vous êtes arrivé, il faut le dire, et vous le dites vous-même, à l'Élysée par piston, parce que Jacques Le Divellec a parlé à François Mitterrand. Alors, j'ai pas commencé mon apprentissage chez Jacques Le Divellec, mot traversière, comme je vous l'ai dit. Oui. Et ensuite, c'est mon patron d'apprentissage qui me place chez Le Divellec. J'arrive très jeune chez Le Divellec, j'y reste presque 3 ans. Et en effet, un jour, je reçois un courrier. Alors, ça parlera pas aux plus jeunes de vos auditeurs, mais pour aller faire mon service militaire. Et donc, je vais voir Jacques Le Divellec. Il me dit, il n'en est pas question. J'ai du travail, tu restes là. Mais je dis, bon, j'ai pas le choix. Et François Mitterrand, qui venait manger toutes les semaines chez Le Divellec, et dont la célèbre photo avec Mazarine qui sort en une de Paris Match, est à la sortie du restaurant Jacques Le Divellec à l'époque. Et donc, Jacques Le Divellec me dit, je peux te placer soit à Matignon, soit à l'Élysée. Donc je connais très peu en politique à l'époque, j'ai 18 ans, mais je me dis bon, l'Élysée c'est le patron, Matignon c'est le Premier ministre, autant aller travailler pour la présidence de la République, et je dois y rester 1 an. Et j'y suis resté 25 ans. Voilà. Et vous avez commencé au bas de l'échelle en découvrant ces cuisines qui sont finalement peu connues. À une époque, les cuisines étaient très différentes, il y avait un couloir de 100 mètres de long et De Gaulle se plaignait parce que les plats arrivaient froids. Oui, alors c'est vrai que bon, après ça fait aussi partie de la légende, il y a 2 cuisines, il y a la grande cuisine et la petite cuisine des appartements privés, et c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas de cuisine dans les appartements privés, et donc ça partait, le palais de l'Élysée est une demeure assez grande et vaste, et pour aller dans les appartements privés, il y avait ce long couloir dans les sous-sols, et bien évidemment tout arrivait froid, donc ensuite il y a une petite cuisine d'envoi qui a été établie, et c'est vrai que moi je découvre une cuisine différente avec un système de fonctionnement qui est totalement différent, et quand j'arrive, 3 personnes, le chef de cuisine Joël Normand à l'époque, le chef saucier et le chef pâtissier, ils sont 3, lorsque j'arrive en 97, à avoir commencé sous le général de Gaulle. Moi, je me dis, comment est-ce que c'est possible de rester aussi longtemps dans une maison? Ils doivent voir la cuisine en noir et blanc. Oui. Moi, je fais 1 an ou 2, puis je m'en vais. Oui. Et en fait, voilà, c'est peut-être aussi ce que se disaient les jeunes avant que je parte, en disant, disons, le chef, il a connu Jacques Chirac, voilà, au bout de 25 ans de maison, donc... Alors justement, vous avez progressé petit à petit, vous avez appris ce métier, puis vous êtes retrouvé petit à petit en tête des chefs. À la tête de la brigade, c'est vrai que c'est une expérience. Vous savez, une fois de plus, quand vous avez la chance de vivre cette cuisine et cette histoire au quotidien, aucune routine. Je comprends maintenant a posteriori pourquoi est-ce que d'autres étaient restés de Gaulle à presque Chirac, parce que il y a pas de routine, on fait pas 2 jours de suite la même chose. On vit l'histoire au quotidien, on suit le président, l'Élysée bien sûr, mais les résidences présidentielles, les déplacements à l'étranger. Donc c'est à chaque fois un nouveau challenge. J'ai eu la chance d'aller faire à manger pour les troupes au Tchad avec le président, en théâtre d'opération, partout sur le territoire de France, donc c'est quelque chose d'intéressant, et vous évoluez forcément. Et alors après vous vous dites, mais allez, partir, pourquoi? Pour plus d'argent, plus de notoriété? Après tout, si on est bien dans ce qu'on fait et si on apprécie ce qu'on fait. J'ai eu des collaborateurs fantastiques pendant près de 25 ans, une brigade de 30 personnes, avec les caractères de chacune et chacun, bien sûr, mais surtout des grands professionnels à qui je rends hommage à chaque fois, et ça a été pour moi 25 ans, 25 belles années de ma vie. Alors, le chef, c'est pas vous, c'est le président de la République. Bien sûr. Et le menu n'a jamais été le même, que ce soit pour Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. C'est ce qui diffère justement de mes collaborateurs. Vous parliez de Guy Savoy, qui est un très grand chef, mais quand les gens vont chez Guy Savoy, ils vont chez Guy Savoy. Ouais. Lorsque les gens vont dîner au Palais de l'Élysée, ils vont pas chez le chef de l'Élysée. Ils vont parce qu'ils sont reçus par le président ou par la France. Donc c'est à nous de nous adapter. Et vous pensez bien, de par déjà le caractère, l'âge et même la physionomie du personnage, on ne faisait pas la même cuisine à un Jacques Chirac qu'on pouvait la faire à un Nicolas Sarkozy, qu'on a pu la faire à un François Hollande ou qu'on a pu la faire à un Emmanuel Macron.
Et justement, Sarkozy, c'était 3 quarts d'heure minuté. Chirac, il prenait son temps. Je crois qu'il y a une salade landaise que vous avez inventée pour lui. Alors, je ne l'ai pas inventée, puisque le chef à l'époque était Joël Normand, son adjoint Bernard Vaution, et j'étais ensuite l'adjoint de Bernard. Mais c'est vrai qu'on avait fait une salade corrézienne, qui était un dérivé de la salade landaise, avec des choses, on va dire, très gourmandes, dont du gésier, des œufs de caille, du canard confit, du foie gras, bien évidemment, et des choses très gourmandes comme ça, qui plaisaient à Jacques Chirac, qui aimait les choses, on va dire, gourmandes et en quantité. Et à chaque fois, il faut innover, parce que le président ne vient pas souvent dans les cuisines. Je crois que François Mitterrand n'est jamais allé dans les cuisines. Madame Chirac y allait souvent. Plusieurs fois, oui. Du temps de Vincent Auriol, il allait régulièrement boire son petit coup avec le chef. Mais ça aussi, il ne faut pas se tromper. Oui, il faut pas se tromper. Puis nous, on a un client, un convive qui est là tous les jours, c'est le président de la République. Donc vous savez, 5 ans, c'est long. Oui. Où il faut 7 avant pour les septennats, où il faut tous les jours se renouveler. Parce que même si on va faire, je sais pas, de la volaille, il va falloir à chaque fois la faire et la prêter de façon différente. Alors bien évidemment, en fonction des saisons, avec les accompagnements qui vont aller avec, mais la façon de les cuire, de la découper, de l'assaisonner, des sauces qui vont l'accompagner, il faut se renouveler. Sauf si c'est une demande du chef de l'État en disant, écoutez, refaites-moi cette recette. Mais sinon, oui, c'est à nous, à chaque fois, aux équipes, en tout cas, d'innover, de se remettre en question. Et puis il y a le timing, par exemple, quand il y a un dîner officiel et que le discours commence à tel moment, vous savez que le plat doit être servi à tel autre moment. Oui, c'est ce qui diffère également des restaurants, c'est qu'on peut pas faire attendre en disant on vous resserre une petite coupe de champagne, non. Et qu'il faut être prêt, que ce soit 2 couverts ou 300 couverts. Il y a quelquefois des incidents, ça se passe toujours bien, c'est une habitude à prendre. Non, oui, il faut faire en sorte que ça se passe très bien, mais voilà, si vous voulez, les grands dîners d'État ne sont pas les exercices les plus difficiles, puisque tout était très timé, tout est très rythmé. Vous l'avez dit, 45 minutes sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 1h, 1h15 sous les autres présidents. On sait que y a un discours, il y a une réponse, il y a un toast, ça passe à table, 15 minutes après le deuxième plat, 15 minutes après le troisième plat, fromage. Entre le fromage et le dessert, il peut y avoir, selon les présidents, un petit tour de table. Sinon non, et puis après c'est terminé. Donc c'est quelque chose d'assez facile dans le rythme. Ce qui est le plus compliqué, ce sont les déjeuners de travail ou les dîners de travail, où là il peut y avoir des impondérables liés à l'actualité, liés à l'ambiance, où là on peut attendre, où il faut aller très vite. Alors, vous avez connu des présidents, des ambassadeurs, mais il y a une date importante pour vous et on va expliquer pourquoi. C'est le 19 avril 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Guillaume Gomez. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guillaume Gomez. Nous parlerons tout à l'heure de ces recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires au Cherche Midi. Et le 19 avril 2017, c'est une date importante, car vous êtes le parrain de la promotion du lycée hôtelier de Saint-Chély en Lozère. Et ça, c'est une façon de transmettre, et c'est cher à votre cœur, Guillaume Gomez. Oui, c'est une école qu'il faut connaître à Saint-Cély-d'Apcher. Et c'est vrai que cette mission de transmission est quelque chose d'important pour tous les professionnels de l'artisanat en général. Et vous savez, quand vous êtes un des meilleurs ouvriers de France, ça fait vraiment partie de votre ADN. Moi, ce métier... Je ne suis pas né en sachant cuisiner. C'est un métier qu'on m'a transmis. Il y a des femmes, des hommes qui ont pris du temps pour jour après jour répéter des gestes et me les apprendre. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important. C'est notre mission lorsqu'on est arrivé à une certaine notoriété, à une certaine place dans nos métiers, de prendre du temps pour aller transmettre. Et j'ai 3 écoles, 2 à Madagascar, une à l'île Maurice, et je prends du temps également pour aller rencontrer celles et ceux qui choisiraient notamment l'apprentissage et la formation à nos métiers. Oui, et ces écoles sont importantes parce que c'est justement notre pays lointain où vous défendez la cuisine française. On défend une certaine idée de la France. Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas des 20 mots. Il faut des actions en face. Et vous savez, quand vous êtes un Français et que vous donnez de votre temps, de votre argent, puisque c'est le cas, tous les droits des livres, des 7 livres que j'ai faits partent pour ces actions caritatives et humanitaires, à côté d'hommes et de femmes qui donnent encore plus de temps et encore plus d'argent. Je tire pas la couverture à moi, c'est la Fondation École de Félix qui pilote tout ça. Je les aide juste. C'est quelque chose d'important parce que tous ces jeunes qui sont formés par des Français ont une belle idée de la France. Ils ne connaissent pas la France, ils ne savent pas où c'est. Ce sont pour la plupart des primo-accédants à l'éducation, mais ils rentrent dans le modèle économique, éducatif et dans la fonction travail par la France, et ils savent que c'est à la France qu'ils le doivent. Alors, il y a eu un reportage quand vous avez justement reçu ces enfants, ces adolescents du lycée hôtelier de Saint-Chély. Ils vous posent des questions et vous répondez avec le sourire, avec des précisions en permanence, Guillaume Gomez. Écoutez, vous savez, on n'a rien à cacher, donc à partir du moment où on nous questionne, on répond. Et je pense que si ça peut, pour certains en tout cas, leur faire ce petit déclic ou les motiver un peu plus, et c'est ce que je leur dis encore, et là je m'adresse aux plus jeunes de vos auditeurs, bien évidemment que ce métier, il n'est pas parfait, mais moi je suis déjà le passé dans ce métier. J'ai changé des choses, ma génération a fait évoluer des choses, et ce n'est pas terminé, et c'est à eux, ils sont l'avenir de ce métier, et donc c'est à eux de faire en sorte que ce métier ressemble aux attentes qu'ils ont, et c'est un métier
métier passionnant, c'est un métier qui vous donnera énormément, c'est ce que je leur dis. Vous avez quand même peu de métiers au monde qui vous permettent de choisir. Vous pourrez choisir ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Voyager, être patron, ne pas l'être, travailler le matin, travailler le soir, travailler les deux. Mais ce sera à vous de choisir à partir du moment où vous donnerez les moyens de le faire. C'est-à-dire, faites-vous remarquer, toujours, c'est ce que je leur dis, par la qualité de votre travail. Et là, vous arriverez à quelque chose dans la vie. Les choses que vous avez changées, ce sont des choses que vous avez décidées en fonction de l'ère du temps, Guillaume Gomez. Bien sûr. Bien sûr. Moi, quand il y a tout un débat sur les conditions de travail aujourd'hui, on parle de la coupure. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire la coupure. Moi, j'ai pas eu l'impression que la coupure ce soit une mauvaise chose à l'époque à laquelle je vivais, où j'avais envie de toute façon la coupure, je la passais au boulot. Je me posais même pas la question de savoir si c'était une coupure ou pas, parce que j'avais pas envie d'aller ni regarder la télé ni jouer aux jeux vidéo. Ce que j'avais envie, c'était apprendre mon métier. Donc moi, passer 15 heures, 16 heures, 17 heures dans une cuisine quand j'avais 14 ans, pour moi, je n'avais pas l'impression de rater quelque chose ou de passer à côté de quelque chose. Au contraire, je me disais, c'est une chance d'être en cuisine pendant 15 heures, pendant 16 heures. Aujourd'hui, j'entends que les jeunes ne veulent plus ça. Donc il faut l'accepter. Moi je leur dis juste, quand souvent ils me demandent mais comment vous avez fait pour être meilleur ouvrier de France à 24 ans ou à 25 ans, je dis c'est juste que les 10 années pendant lesquelles j'ai travaillé, c'était 20 ans des vôtres. Parce que c'était des journées de 16 heures, il y avait un jour de repos par semaine. Les jours de repos que j'avais, souvent, c'était pour les passer en extra ou au boulot, parce qu'en plus, je devais gagner ma vie. Mais c'est pas, c'était mieux ou c'est moins bien. Ce sont des questions de choix. Et ce qu'il faut, être un homme, c'est ce que je leur dis, un homme avec un grand H, un homme ou une femme, c'est tout simplement assumer ses choix. Et je ne critique pas les choix des jeunes d'aujourd'hui, mais juste et je leur demande d'accepter le fait que ce n'était pas les miens à l'époque. Vous faites partie de ceux qui travaillent beaucoup pour oublier qu'ils sont paresseux, en quelque sorte. Exactement. Moi, j'ai cette chance d'aimer ce que je fais. Et donc, j'ai pas l'impression de perdre mon temps en mettant mon réveil à sonner à 4 heures du matin. Alors, vous êtes devenu aussi, après cette promotion, le parrain de l'Association nationale des apprentis de France. Ça aussi, c'est important pour vous, Guillaume Gomez. Oui, alors vous savez, quand vous êtes à la place qui était la mienne au Palais de l'Élysée, les parrainages, les distinctions et les médailles vous sont proposés. C'est vrai que j'ai eu cet honneur d'être proposé à parrainer cette association à laquelle je ne fais pas grand-chose, je l'avoue. Il y a des jeunes qui sont dans l'association qui font tout ça. Il faut rendre hommage à celles et ceux qui travaillent pour ça, pour la promotion de l'apprentissage. Ils m'ont juste demandé de le parrainer et de soutenir l'apprentissage, ce que je faisais déjà, étant moi-même issu de l'apprentissage, et j'ai eu l'occasion de le dire de très nombreuses fois. Moi, c'est l'apprentissage qui m'a mené à l'Élysée. Voilà. Et vous défendez déjà à l'Élysée et aujourd'hui encore l'excellence française, qui est un mot qu'on a un peu oublié parfois. Est-ce qu'on l'a oublié? Je sais pas. En tout cas, on l'a négligé. La cuisine du Palais de l'Élysée, du temps où j'étais aux commandes, se voulait être l'excellence et la vitrine du territoire de France. Pourquoi? Parce qu'à travers ces produits, à travers cette gastronomie, ces vins, ces arts de la table, ce sont des femmes et des hommes derrière, et c'est ce qui représente notre pays dans sa pluralité, d'hommes-tomes compris, avec des bons produits qui nous arrivaient de toute la France. Et c'est, je pense, important quand vous êtes producteur, peu importe où sur le territoire de France, mais que vous sachiez que votre produit, que votre travail est représenté à la table de l'Élysée. Oui, et c'est d'autant plus important la cuisine, Guillaume Gomez, que la diplomatie aussi, cela touche la cuisine. Écoutez, c'est mon travail d'aujourd'hui. J'ai été nommé ambassadeur par le président pour le rayonnement de cette gastronomie et de ces arts de la table. Et en effet, on l'a pas inventé depuis Talleyrand. Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. Et c'est vrai que ce soft power en bon français qu'est la gastronomie pour la France est quelque chose de connu, de reconnu et d'important. Et de respecter, surtout, cette hégémonie française par sa gastronomie à l'international ne fait pas débat. Il n'y a qu'en France qui fait débat. Oui. Le 24 février 2021, donc, vous décidez de quitter vos fonctions, ce qui est une surprise pour tout le monde, parce que tout le monde était très heureux de votre cuisine. Et le président Emmanuel Macron vous propose donc cette fonction d'ambassadeur, en quelque sorte. Pourquoi et comment ? J'arrive au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Ça faisait déjà un petit peu de temps. Quand j'ai eu 20 ans de maison, déjà, je me reconnaissais pas dans le fait, moi pour expliquer, je critique pas, mais je ne suis pas fonctionnaire, je n'étais pas destiné à rester 20 ans à l'Élysée. Plus de 2 millions de repas, je crois. Oui, je ne sais pas calculer, mais oui, énormément de repas. Et c'est vrai que je n'étais pas destiné à rester si longtemps à l'Élysée. Je viens du privé, je voulais retourner dans le privé. J'en fais part au président de la République lorsqu'il arrive au début de son mandat. Je lui explique que moi, je n'ai pas l'intention de rester encore des années à l'Élysée. Alors, il me dit qu'on va faire beaucoup de choses sur la gastronomie, et on a fait énormément de choses sur la gastronomie. Et lorsque, c'est vrai, pendant cette période de Covid,
Covid, tout est compliqué pour tout le monde, dont pour mes professions, que ce soit les restaurateurs, mes amis restaurateurs, mais tous nos producteurs, tout ça, je vois tout ce qui se passe. J'essaye d'être le lien au plus près pour le président de toute cette économie qui souffre, comme bon nombre de Français bien sûr. Et je me dis que j'ai peut-être autre chose à faire et que il est temps pour moi aussi de laisser la place. Vous savez, quand vous avez obtenu ce poste à responsabilité, quand vous l'avez tenu pendant des années, 25 ans à l'Élysée, c'est énormément de travail. Ce sont des heures, des semaines, des nuits passées là. Voilà, il faut quelqu'un pas à 100%, il faut quelqu'un à 200%. Donc je suis allé voir le président, lui disant que ma décision était prise. Je partais pas du jour au lendemain, mais que voilà, j'avais l'intention de partir et qu'il fallait me trouver un remplaçant. Et donc c'est là où, avec le président, nous avons commencé. On a mis presque plus d'un an à trouver comment est-ce que je devais partir. Et le président m'a fait cette proposition qu'il m'avait fait déjà 2 ans auparavant d'être ambassadeur de la gastronomie, mais en plus de mon rôle de chef de l'Élysée. Donc c'était un petit peu compliqué à coupler. Et donc je me retrouve ambassadeur de la gastronomie française et en plus son représentant personnel auprès des acteurs de la gastronomie et de l'alimentation. Oui, car il y a un vrai travail à faire. D'ailleurs, en 2013, les Nations Unies vous avez déjà demandé d'être ambassadeur. Alors, les Nations Unies m'avaient décerné ce titre d'ambassadeur pour les appellations d'origine, pour ce qu'ils appellent les GI, les appellations protégées, pour tout simplement mettre en avant et en reconnaissance du travail que je menais à l'Élysée par rapport à ce travail des appellations. Et donc, comme je parrainais bon nombre de semaines de la gastronomie française à l'international, les voyages faisaient que je mettais en avant dans chaque pays le travail de chaque producteur, parce que le travail que font nos producteurs français, des producteurs espagnols le font en Espagne, des producteurs américains le font aux États-Unis et ainsi de suite. Et je pense qu'on a tous à gagner à ce que la qualité monte dans chacun des territoires. Mais moi, je me souviens de Le Nôtre, Bocuse et Verger, qui avaient créé à Disneyland le premier restaurant français, ce qui était une nouveauté. Et je me souviens de Bernard Loiseau qui s'est battu pendant les dernières années de sa vie pour défendre les artisans du Morvan parce qu'ils étaient en train de crever. C'est un petit peu la mission que vous poursuivez aujourd'hui. C'est aujourd'hui ce que je souhaite faire. Je l'ai dit assez souvent. J'ai été pendant 25 ans au service des présidents de la République. Je veux pour ces prochaines années être au service de celles et ceux qui font cette gastronomie. Voilà, en lien avec le président de la République, mais je suis à leur service, au service et à la disposition de nos agriculteurs, de nos producteurs, de nos vignerons, de nos artisans, de nos restaurateurs et de toutes celles et ceux qui font vivre cette gastronomie qui est une particularité française importante. Et que vous avez connu à l'Élysée parce que les plats ont été estampillés à l'Élysée. Je sais même qu'une baguette, vous la surveillez, il fallait pas qu'il y ait trop de farine sur la baguette parce que ça risquait de poser un problème diplomatique. Oui, c'est vrai qu'on est dessus puisqu'on a désigné il y a quelques jours la meilleure baguette de Paris et traditionnellement depuis Jacques Chirac, le boulanger qui remporte le prix de la meilleure baguette de Paris est fournisseur officiel de l'Élysée s'il le souhaite pendant 1 an. Et c'est vrai que vous savez, quand vous recevez des gens qui sont apprêtés, qui sont en costume pour les hommes, avoir trop de farine sur la baguette, c'est quelque chose qui peut se voir sur les costumes. Donc on évite qu'il y ait un surplus de farine sur la baguette de tradition française. Dans les années 60, 70, 80, il y a quelqu'un qui a défendu la gastronomie française à sa manière. Écoutons sa voix. J'écoutais la radio anglaise et j'entendais des gens comme Teddy Wilson ou Eddie Barclay. Eddie Barclay faisait des fêtes chez lui à Saint-Tropez, dans sa Maison Blanche, où il invitait 12 chefs. Et comme les invités venaient du monde entier, c'était une façon de symboliser la gastronomie française. Oui, j'ai eu la chance de faire bon nombre de repas grâce à Jacques Le Duvellec qui a fait de nombreux mariages pour Eddie Barclay et quelques fêtes. Donc on préparait tout ça à Paris et en effet Eddie Barclay était quelqu'un qui venait très souvent manger chez Duvellec et c'était un gastronome et quelqu'un qui défendait la gastronomie française. Oui. Voilà. D'ailleurs, à chacun de ces mariages, Francis Blanche envoyait un télégramme avec écrit « Je viendrai comme d'habitude » et un autre avec « Je ne serai pas là cette fois-là, mais je serai là la prochaine fois », ce qui ne plaisait pas du tout à la mariée. Alors, il y a aussi les dîners d'État, tout ça, vous avez surveillé tout ça, et aujourd'hui, il y a Eurotoc, il y a l'Académie culinaire de France, il y a les maîtres cuisiniers de France, ce sont des appellations dont vous occupez qui n'existaient pas voici quelques décennies. Ce sont des associations de chefs. Alors vous en avez cité quelques-unes. Eurotoc a pour vocation de défendre le produit. Elle a été créée il y a plus de 30 ans par Paul Bocuse pour défendre une certaine idée de ce que doit être un produit au sein de la communauté européenne. Il y a les maîtres cuisiniers de France, il y a les cuisiniers de la République, il y a l'Académie culinaire, il y a les cuisiniers de France, il y a les toques blanches lyonnaises, il y a les disciples d'Escoffier, il y a le club des chefs. Voilà, il y en a beaucoup qui défendent la valeur gastronomie, peu importe d'ailleurs le terroir et le pays, puisque une fois de plus, les problématiques que nous rencontrons, que
que rencontrent nos producteurs ici en France, des producteurs au sein de la communauté européenne peuvent les rencontrer et les chefs à l'international peuvent également les rencontrer. Mais ça n'existait pas tout ça, voici quelques années. Non, ça n'existait pas parce que le sujet gastronomie n'existait pas. Qui est-ce qui se souciait d'inviter un chef à un micro il y a 50 ans? Il y avait que quelques chefs qui portaient le message sur le devant de la scène et aujourd'hui c'est devenu un sujet aussi d'actualité et je pense que si on parle aujourd'hui d'éducation à l'alimentation, si on parle d'agroalimentaire, si on parle de tout ça, c'est parce que ce sont des sujets qui concernent les Français. Mais jusqu'aux années 70, les chefs, on n'en parlait pas dans les journaux et pas dans la presse People. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à les découvrir et à découvrir la cuisine, Guillaume Gomez. Oui, à découvrir la cuisine, à découvrir les chefs, mais surtout à découvrir la mission qu'ils avaient, d'emmener peut-être les gens aussi vers une alimentation qui soit plus engagée. Et ça fait 30 ans que ça dure, mais qui parlait saison il y a 30 ans? Personne. Qui parlait impact environnemental? Personne. Qui parlait impact social ou sociétal de votre alimentation il y a même 5 ans en arrière? Personne. Et ben voilà, et vous en parliez, et vous continuez à en parler avec une autre date qu'on va évoquer, le 5 mai 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Guillaume Gomez. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Guillaume Gomez, ex-chef de l'Élysée, aujourd'hui ambassadeur de la cuisine française dans le monde et auteur de ce livre Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires au Cherche-Midi, qui est sorti le 5 mai 2022. Donc des recettes de fruits et légumes de notre territoire, encore un sujet qu'on n'abordait pas voici quelques années, Guillaume Gomez. C'est vrai, c'est quelque chose alors qui aujourd'hui devient un petit peu à la mode, mais une fois de plus, ce livre, c'est pas une ode au véganisme, loin de là. Ah non, surtout pas. Il est surtout de se dire, voilà, on mange plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, pour celles et ceux, bien sûr, qui ont ce régime alimentaire, et c'est de se dire que aujourd'hui, l'impact de notre alimentation, il est important. Autant il y a 15 ans, personne ne pouvait dire notre alimentation a un impact sur la planète. Personne, à part des grands chercheurs, personne n'en parlait. Aujourd'hui, on sait que notre alimentation, elle joue sur notre santé, sur la santé des autres et sur notre environnement. Et cette alimentation plus engagée qui est souhaitée aujourd'hui, je pense qu'il faut l'accompagner. Et pour beaucoup de gens, manger des fruits et légumes, c'était pas forcément quelque chose de très gourmand, de très glamour. Donc c'est pour montrer que de temps en temps, vous pouvez faire, on va dire, une entrée végétarienne ou un plat plus basé sur le végétal ou un dessert 100% à base de fruits ou de légumes d'ailleurs. Et que ça peut être très gourmand et que ça peut être très festif aussi. Alors, il y a eu l'an dernier, je crois, l'année internationale des fruits et légumes. Vous étiez le parrain. J'étais parrain. Ça a été le point de départ. Oui, alors ça n'a pas été vraiment le point de départ, puisque j'ai écrit, il faut du temps pour écrire un livre de cuisine, et ce livre-là, on l'a construit il y a presque 3 ans. L'idée de départ de ce livre, en fait, c'est une discussion avec Madame Macron, qui, je l'ai déjà dit dans les médias, mais me disait, moi, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 10, comme quoi il fallait mettre vraiment du végétal, et en fonction des saisons, et elle était agréablement surprise des propositions qu'on pouvait lui faire. Et un jour, elle me dit, mais chef, vous devriez faire un livre sur les fruits et légumes. L'idée est née comme ça. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire, et puis voilà. Et puis quand avec mon éditeur on a décidé de faire ce livre, j'ai dit oui, j'ai déjà travaillé sur cette thématique et ça me plairait. Et en effet, le hasard du calendrier fait que les Nations Unies me demandent de parrainer cette année internationale voulue par la FAO, par les Nations Unies, des fruits et légumes. Il y a eu une année internationale des fruits et légumes. Je regrette qu'on n'en ait pas assez parlé en France parce que c'est quelque chose vraiment qu'il faut prôner dans notre alimentation. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se régaler. J'en dis quelques lignes dans le livre, mais le végétal, c'est vraiment le produit, la matière avec laquelle vous pouvez vous exprimer le plus en termes de texture, en termes de goût, en termes de cuisson, beaucoup plus qu'avec de la viande ou du poisson. Et vraiment, techniquement, on peut prendre du plaisir et s'amuser à cuisiner des fruits et des légumes, et ça peut être bien sûr très bon, bien sûr toujours en regardant la saisonnalité qui est, on le dira jamais assez, mais c'est en saison que ces produits sont les meilleurs et les moins chers. Oui, alors il y a aussi les enfants, parce que au départ, les enfants, pour eux, les fruits et légumes, ça leur fait peur, ils aiment pas, donc il faut les habituer très vite, peut-être avec des recettes particulières, Guillaume Gomez. Oui, j'ai fait il y a quelques années un livre qui a été élu meilleur livre de cuisine du monde pour les enfants, où j'emmène les enfants vers cette matière qui est la cuisine. Et on se rend compte qu'en fait, les enfants, à partir du moment où ça devient pas forcément un jeu, mais où on leur explique, où on leur fait découvrir, ils mangent des fruits et légumes. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas, une fois de plus, parce qu'en plus, ça peut être doux, ça peut être sur des saveurs qu'ils aiment.
Donc c'est quelque chose vers lesquels il faut les emmener. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai travail sociétal que l'on doit mener. 18% des jeunes filles sont obèses, 17% des jeunes garçons en France. Donc c'est un vrai travail qu'il faut faire. Et ça a un impact vraiment sur notre santé. Ce sont les chiffres de l'Open Agri-Food. Ça nous coûte 40 milliards d'euros par an aujourd'hui, notre mauvaise alimentation. 100 milliards en 2030 si on ne change rien. Donc ça coûte énormément à la société de mal s'alimenter. Et puis en même temps, il faut pas confondre justement ce végétal et le végétarien. Moi, je me souviens il y a une trentaine d'années, je suis allé dans un restaurant végétarien. C'était un des premiers. Je fais un reportage. Les clients et les serveurs étaient aussi blancs que la nappe. C'était pas ce qu'il fallait. Non, c'est pas le bon message, parce que vous savez, surtout quand vous... Et j'ai voulu aussi dans ce livre donner la parole à des producteurs, parce que quand vous rencontrez ces femmes et ces hommes, quand eux vous parlent de leurs produits, de leur production, déjà ça a un autre message, et vous vous rendez compte de la passion qu'ils ont à faire leur travail, autant que les éleveurs, autant que les pêcheurs et autant que d'autres. Et donc le végétal est une part importante de notre alimentation aujourd'hui, et ça peut être une fois de plus très festif et très gourmand. Et vous savez, on a parlé de cette journée végétarienne, elle a fait débat dans les médias pendant un petit peu de temps. Il y a très longtemps qu'à l'Élysée, moi j'appliquais une journée, un menu végétarien. Et là où vous savez que vous avez réussi, c'est quand les gens en fait ne s'en rendent pas compte. C'est quand vous leur faites manger des fruits, des légumes, et qu'en fait ils disent mais c'est très bon, et ils se rendent pas compte. Vous pouvez faire, alors on avait des quiches ou même des lasagnes ou des choses comme ça qui peuvent être très gourmandes, même d'ailleurs pas forcément sous le seuil de calories qu'il nous faut, parce que des fois ça peut être aussi gras. Donc il faut aussi travailler tout ça pour pas faire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut les emmener vers quelque chose tout simplement de plus végétal, sans que forcément les gens s'en rendent compte. Et vous pouvez vous régaler avec des fruits et des légumes frais, bien sûr, de nos terroirs. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit dans le titre, parce que ça n'a pas de sens de faire venir nos fruits et légumes de plusieurs milliers de kilomètres, parce que ça n'a pas le goût que ça doit avoir, et ce n'a pas le prix non plus qu'il faut comprendre pour que chaque producteur vive forcément correctement de leur travail. Alors ces recettes gourmandes de nos fonds de terroir, justement, si j'ose dire, il y a des bases très simple, la pomme de terre, la carotte et la courgette qu'on trouve au marché. Oui. Et avec ça, on peut faire n'importe quoi. C'est trois produits qui, en fonction, alors cru ou cuit, la pomme de terre crue bien évidemment non, mais en fonction, la pomme de terre c'est un produit qui est merveilleux. La carotte, en fonction qu'elle soit crue ou cuite, et la courgette n'ont pas du tout les mêmes textures. Moi je vous invite à mettre de la courgette dans certaines sauces, même ça remplace facilement et aisément la crème en termes de texture. Ça apporte du fondant qui pourrait correspondre à du gras, et c'est quelque chose de fantastique. Alors bien sûr, il faut que ce soit en saison, d'août à octobre pour la courgette, en fonction de là où vous êtes sur le territoire de France, un peu avant ou un peu après, mais en tout cas vous avez, grâce à nos producteurs et à nos distributeurs, il faut saluer le travail des distributeurs, vous avez sur tout le territoire de France des fruits et des légumes à chaque saison différents avec lesquels vous pouvez vous amuser à cuisiner. Et ces artisans, ces producteurs, il faut les trouver, il faut les tester, c'est beaucoup de travail, Guillaume Gomez. Alors autant c'était un vrai sacerdoce il y a une quinzaine d'années, autant aujourd'hui il y a des gens dont c'est le métier, ce qu'on appelle des sourceurs chez nous. J'ai Verger Saint-Eustache et j'ai Biovore dans le livre pour les professionnels, mais aujourd'hui, tout le monde arrive avec son téléphone à trouver un restaurant, une station-service ou quelque chose pour regonfler son vélo. On peut aujourd'hui, avec les applications, il en existe des tas, avec le ministère de l'Agriculture, la cartographie également. Vous savez, il n'y a pas 40 km en France où vous n'avez pas un éleveur de volaille qui vous fait un bon poulet fermier à un prix imbattable, défiant n'importe quel supermarché. Donc vous pouvez aujourd'hui, je pense que c'est plus une excuse, ça l'était il y a sûrement quelques années, et le temps, on n'a pas le temps de le faire. Aujourd'hui vous pouvez, grâce à des systèmes de livraison, grâce à des systèmes d'achat en ligne, vraiment trouver des bons producteurs à côté de chez vous qui font du local, qui font du produit de qualité. Et il y a même des producteurs qui ont leur camion, qui vont faire le tour des petites villes, des villages, ce qui était valable il y a une centaine d'années, qui revient à la mode aujourd'hui. Oui, parce que les gens peut-être se sont rendus compte. Alors, il a peut-être fallu passer aussi par des scandales dans l'agroalimentaire pour que les gens s'intéressent à ce qu'ils mangent. Et puis, les gens ont découvert qu'en effet, plutôt que d'aller acheter des lasagnes au supermarché, ils pouvaient avoir un artisan à côté de chez eux qui leur faisait des plats ou des produits de qualité. Alors, il faut aussi innover et inventer, parce que, par exemple, dans votre livre, Guillaume Gomez, il y a un cappuccino de pommes de terre, c'est nouveau. Trouver des recettes en permanence nouvelles, c'est pas toujours évident. J'ai pas l'impression que ce soit compliqué, parce que vous savez, quand vous travaillez dans une cuisine, vous testez, des fois vous faites des erreurs, vous avancez. Et puis quand techniquement vous travaillez avec des collaborateurs qui font des propositions, le cappuccino de pommes de terre, je l'ai pas inventé, je sais même plus qui me l'a fait découvrir au début. Ça a été à la mode quand il y avait les siphons, quand il y avait tout ça, une purée bien fouettée, riche en matière grasse avec du beurre ou avec un lait entier de qualité, ça vous fait quelque chose de très mousseux. Donc
c'est quelque chose d'assez facile en fait à réaliser. Vous vous rendez compte que ça peut être un peu ludique en effet, et que ça peut vous amener vers autre chose que de la pomme de terre classique. Alors dans ce livre, vous évoquez aussi d'autres choses comme l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est quelque chose de très important pour vous en Provence. Vous la défendez. Je sais que Charles Aznavour, dans sa maison de Mouriès, je l'avais vu, avait planté 700 oliviers et avait fait de l'huile d'olive. C'était son bonheur. Il se baladait avec la voiture de golf. Et je crois que cette huile d'olive est allée à l'Élysée. Oui, tout à fait. L'huile d'olive de Charles Aznavour était servie à l'Élysée, pas parce que c'était l'huile d'olive de Charles Aznavour, mais parce que c'était une huile d'olive de qualité, au même titre que celle de Patrick Bruel, domaine de Léos, est à l'Élysée, pas parce que c'est Patrick Bruel, mais parce que c'est une huile de très grande qualité. Et moi, je défends tout ce travail autour de l'oléiculture français, parce que, bien évidemment, il y a des très bonnes huiles d'olive partout dans le monde, que ce soit en Israël, que ce soit en Grèce, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, et bien d'autres pays, et chacun dit c'est mon huile d'olive la meilleure. J'ai pu, moi, assister à des dégustations au Liban, notamment, de concours internationaux d'huile d'olive, et croyez-moi que les Français ne sont pas en reste et n'ont pas à rougir de cette huile d'olive que l'on a, qui peut être de très belle qualité, avec un très bon rapport qualité-prix, et je mets en avant Christine Chélan dans le livre, qui est, je pense, si ce n'est la plus grande, l'une des plus grandes oléicultrices, donc créateur d'huile d'olive, que l'on puisse avoir dans le monde. Donc il faut en être très fier, c'est une femme, elle est française. Voilà. Et vous évoquez justement une femme qui a fait sa reconversion, Valentine de Ganay, qui était romancière et qui s'est mise à faire des légumes. Alors, c'est assez étonnant. Je l'ai découvert par des chefs. Je demande, c'est vrai, parce que je m'intéresse aux produits, bien évidemment, depuis de nombreuses années. Et en allant manger chez certains chefs, je découvre, et un des chefs me dit... je me sers au château de Courance. Ah bon, je connais le château de Courance. Alors pour celles et ceux de vos auditeurs, c'est le château que l'on voit dans le film Le Sens de la Fête, avec Jean-Pierre Bacry. Il y a ce beau château, et derrière il y a des terres, et cette châtelaine, puisqu'elle a un château, s'est dit tiens, il y a des terres, pourquoi est-ce que je ferais pas pousser des fruits et légumes, et la terre est bonne, des gens passionnés, il n'y a pas de raison de mal faire, et il y a des fruits et légumes de très bonne qualité. Donc elle vend à quelques restaurateurs, mais elle vend au public. Vous pouvez aller au château de Courance, il y a je crois le week-end, même la semaine, derrière une petite boutique, une échoppe où vous pouvez acheter les produits du château de Courance. Et c'est vrai que je les mets en avant parce que c'est plutôt atypique, et c'est bio, c'est travaillé sur place. Vous n'avez que des produits de saison. Ils sont pas tous beaux, parce que les produits moches et les légumes moches, c'est quelque chose d'important et qu'on défend également. C'est pas du tout industrialisé, et c'est des produits de qualité. Oui, et il y a des particuliers aussi qui, dans un grand jardin, chacun loue une parcelle. Exactement. Et fait ses légumes. Ça, c'est aussi exactement. C'était aussi c'est innovant, et c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut peut-être réfléchir à celles et ceux qui ont des jardins, de se dire moi je sais pas jardiner, mais par contre j'ai un morceau de terre, je peux peut-être trouver un jeune qui lui sait jardiner et n'a pas de terrain, et de faire quelque chose ensemble. Voilà. Et il y a quelqu'un qui n'a pas fait la cuisine, qui n'a pas défendu, mais qui l'a chanté, c'est Juliette Gréco. Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, rangés dans le musée Grévin du ciné-club et de Sam Lévin. Pour garder son petit mari pour faire la cuisine, c'est toujours valable, ou c'est quelque chose de dépassé pour vous? Pour garder son petit mari, sa petite femme, ou peu importe, son conjoint, ses amis, même, je vais vous dire. Vous savez, la cuisine, c'est quelque chose que vous faites pour l'autre. Donc c'est forcément du partage, c'est du temps que vous donnez aux autres. Et je pense que toutes celles et ceux qui un jour se sont mis à la cuisine se rendent compte qu'en fait c'est un moment de partage et de convivialité important. Oui, mais justement, il faut se mettre à la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui pensent que c'est difficile. Mais moi, je leur dis que c'est pas compliqué. Une fois de plus, on ne naît pas en sachant cuisiner. Il suffit de s'y mettre. Vous savez, j'ai eu l'occasion de parler notamment à des jeunes à Sciences Po il y a quelques années, où on mettait sur la table le fait que nos jeunes étudiants n'avaient pas forcément le temps et pas forcément l'argent de cuisiner. Et quand vous regardez leur alimentation, ça pose un problème. C'est une mauvaise alimentation qui leur coûte très cher. En fait, on s'est rendu compte, on a amené quelques solutions, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ils se réunissent chez l'un ou chez l'une qui a un peu plus de place, ou dans la famille, ils font le marché, ils cuisinent. Et à partir du moment où vous cuisinez, vous gagnez de l'argent. Vous passez quand même un bon moment en cuisine, parce que ça peut être collectivement, et vous n'avez pas besoin de cuisiner 4 heures par jour chez vous. C'est juste de l'organisation. Et quand je parlais avec ces jeunes, alors au départ, ils me disaient qu'ils n'avaient pas le temps, puis en fait, quand on discute, ils ont regardé toutes les séries, toutes les saisons, ils ont le temps de faire autre chose. Donc une fois de plus, c'est une question de choix. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le temps, 4 heures dans le week-end, une fois par semaine, de faire de la blanquette de veau, des quiches, des pizzas, peu importe ce que vous aimez, vous congelez, vous faites en sorte de préparer vos menus. Par contre, vous avez le temps pour faire autre chose. Une fois de plus, c'est une question de choix. Voilà. Et il y a aussi des chefs aujourd'hui qui ont ouvert des écoles de cuisine, ou qui font des cours de cuisine dans leurs restaurants, ce qui est aussi innovant. Oui, alors le partage de la cuisine a toujours été là. Moi, je milite depuis des années pour qu'il y ait des cours de cuisine
des cours à l'alimentation obligatoires à l'école. Parce que, pas pour en faire des chefs de cuisine, tout simplement pour en faire des meilleurs consommateurs. Parce qu'une fois que vous savez cuisiner un minimum et que vous comprenez les produits de saison, que vous comprenez la démarche, vous ne pouvez plus mal manger. Et vos recettes sont bien sûr faciles à préparer, accessibles à tous, ce qui n'était pas le cas des livres de cuisine voici une vingtaine d'années. Bah non, parce qu'on demandait avant à des chefs de faire des livres de cuisine avec les recettes qu'ils faisaient dans les restaurants. Bien évidemment, si vous mangez au restaurant ce que vous pouvez manger à la maison, il n'y a aucun intérêt à aller dans les restaurants. Du moins, il n'y avait pas d'intérêt pour ces chefs que les éditeurs allaient chercher. Aujourd'hui, les éditeurs nous demandent de faire des recettes de cuisine pour le grand public. Alors, en fonction des livres que j'ai faits, j'ai sorti il y a quelques temps à la table des présidents qui retraçait les recettes que l'on faisait à l'Élysée, bien évidemment. C'est moins pratique, moins faisable si vous ne connaissez pas la cuisine. Mais après, il faut savoir s'adapter. Et là, sur les fruits et légumes, il y a des recettes qui sont un petit peu plus techniques, on va dire, que d'autres. Mais la plupart sont accessibles, bien évidemment, au grand public. Et une fois de plus, la cuisine du végétal est une cuisine qui est une cuisine très économique et qui peut vraiment plaire. Eh ben, c'est tout le bonheur que je souhaite à celles et ceux qui liront et prépareront ces recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires au Cherche Midi. Et je pense que ça va faire de belles recettes pendant le week-end dans les familles. Merci Guillaume Gomez d'avoir écrit. Merci de vous battre et continuez à vous battre ainsi. Merci à vous pour votre accueil. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.